Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée dont tels sont les principaux faits. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui en début d'après-midi le pays à destination de la ville de Tunis. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministre de l'Intérieur djiboutien Hassan Omar Mohamed participe à Genève à la 69e session du comité exécutif. Et dans l'actualité internationale au Yémen, ce transfert saoudien de 200 millions de dollars à la banque centrale yéménite. C'était les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh a quitté aujourd'hui en début d'après-midi le pays à destination de la ville de Tunis, la capitale de la République tunisienne, où à l'invitation de son homologue Béji Essebsi, il effectue une visite officielle de 48 heures dans ce pays. La visite officielle du président Guelleh à Tunis sera avant tout marquée par l'entretien au sommet qu'il aura avec son homologue tunisien au palais de Carthage, le palais présidentiel tunisien. Les voies et moyens de promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples seront au cœur des discussions entre les deux dirigeants. Outre le président tunisien, le chef de l'État djiboutien s'entretiendra également à Tunis avec les principales autres autorités politiques de ce pays, notamment le Premier ministre Youssef Chahed et le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Nasser. Les deux pays qui avaient autrefois, dans les années 80, une coopération très active dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire ont manifestement recentré leur collaboration autour d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'enseignement supérieur. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmad, le ministre délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances, Hassan Mohamed Ibrahim, accompagnent le président de la République dans cette visite officielle. Sur le terrain, les préparatifs donc sont à pied d'œuvre. À noter également la présence au sein de la délégation accompagnant le président de la République à Tunis, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République française et par ailleurs ambassadeur de la République, non résident de notre pays auprès de la République tunisienne, Ayed Moushed Yahya. Cette visite du président Guelleh à Tunis intègre également un volet d'affaires constitué principalement d'un forum économique djibouto-tunisien. C'est ce qu'a indiqué donc l'ambassadeur dans une interview. Du président tunisien, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, va effectuer aujourd'hui une visite en Tunisie, une visite de 48 heures dans laquelle les relations excellentes qui existent entre notre deux pays continueront de s'approfondir. Vous savez, les relations entre la Tunisie et Djibouti ne sont pas une relation qui date d'aujourd'hui, c'est une relation qui existe depuis le premier jour de l'indépendance. Faut-il rappeler que après l'indépendance de Djibouti, les premiers coopérants qui sont venus à Djibouti pour nous enseigner la langue arabe furent des Tunisiens. Nous avons beaucoup appris de la Tunisie, que ce soit sur le rôle de la femme. Nous avons des similitudes, nous appartenons au même espace géographique, l'espace géographique africain, l'espace géographique arabe, l'espace géographique islamique et l'espace géographique francophone. Donc cette visite qui a lieu à point nommé est une nouvelle page qui donnera une impulsion importante au secteur privé, y compris à l'amélioration et l'approfondissement des relations entre les deux pays. Nous avons, avec nos amis tunisiennes depuis 2 ans, un renforcement de ces relations grâce au secteur privé qui a joué un rôle primordial. Ici, faut-il rappeler également le rôle joué par les hommes d'affaires tunisiens de la TABC, la Tunisian African Business Council, qui ont fait œuvre utile. Et nous aurons, lors de cette visite, où le président est accompagné par une très forte délégation, dont notamment son ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, nous aurons l'occasion de signer 6 accords. Des accords politiques tels que les exonérations de visas sur les passeports de service et les passeports diplomatiques, un accord sur le transport maritime, un accord sur les technologies de l'information et un accord sur la coopération culturelle. Par ailleurs, nous aurons un accord sur l'artisanat et un accord sur le tourisme. Il y aura par ailleurs, en marge de cette visite, un forum des affaires
qui est organisé par les deux parties et qui sera sous le parrainage et le patronage du Premier ministre tunisien et du chef de l'État de la République de Djibouti, auquel nous attendrons à peu près une soixantaine d'hommes d'affaires tunisiens, et nous avons une vingtaine d'hommes d'affaires djiboutiens conduits par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Djibouti. Par ailleurs, à l'occasion de cette visite, le président rencontrera le chef du gouvernement, le Premier ministre Youssouf Chahed, et il rencontrera le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El-Nasser, avec lequel il aura des entretiens sur les questions d'intérêt commun, les questions régionales. Par ailleurs, le président de la République aura l'occasion de s'entretenir avec la diaspora, parce que ce que le président fait à chaque fois lors de ses déplacements s'enquiert de la situation de nos étudiants, de nos ressortissants qui vivent à l'étranger, dans ces pays amis, et ils seront à son accueil à l'aéroport ce soir, les étudiants, pour commémorer cette histoire des relations amicales et ces relations de coopération entre ces deux pays qui se ressemblent à beaucoup d'égards, la Tunisie et Djibouti. Et nous vous emmenons maintenant à Genève, où une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, s'est déplacée à Genève, la capitale suisse, pour prendre part à la 69e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette forte délégation composant, donc, outre le ministre de l'Intérieur, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Drar, et de l'ambassadrice de Djibouti en Suisse, Mme Khadra. Le ministre de l'Intérieur a tenu un discours. Dans cette auguste assemblée, il a rappelé les engagements honorés par la République de Djibouti en matière d'intégration et d'inclusion des réfugiés dans les systèmes de santé, d'éducation et de la vie civile, conformément à la promesse faite par le chef de l'État lors de son discours à New York. Pour adresser mes sincères remerciements à M. Filippo Grandi, qui a réservé une visite mémorable à mon pays l'année dernière. L'occasion pour lui de reconnaître et saluer les engagements honorés par mon pays en matière d'intégration et l'inclusion des réfugiés dans le système de santé, d'éducation et de la vie civile, conformément à la promesse faite par le chef de l'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, à New York. M. Filippo Grandi nous a exprimé sa satisfaction et son entière disposition à Abtia et l'entière collaboration du HR pour aller au bout de l'ambition de mon pays d'offrir un foyer décent et une seconde mère patrie à toutes ces personnes vulnérables dans notre région. Après avoir écouté le discours du ministre de l'Intérieur, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué les efforts du gouvernement djiboutien pour sa politique d'accueil des réfugiés. Un pays petit mais très accueillant. Je salue aussi la mention qui a été faite par le ministre de l'Intérieur des nouvelles dynamiques de paix qui semble prévaloir dans la Corne de l'Afrique. Comme je l'ai dit dans ma déclaration initiale, je pense que nous devons profiter de l'espace que ces déclarations nous fournissent pour essayer de poursuivre également, à côté de beaucoup d'autres choses, des solutions pour les problèmes de déplacement forcé qui sont toujours très importants dans cette région. Mise en terre du corps de la jeune Mahado Ali Sabié, les funérailles de la jeune Mahado a eu lieu ce matin dans sa ville natale au grand cimetière Gohara. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie funéraire, dont le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications Abdi Youssef Sougué, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Hassan Idriss Amrié, le ministre délégué chargé à la décentralisation Hamadou Mohamed Alamis. Des parlementaires de la région d'Ali Sabié, les autorités de la région, le préfet de la région, le président du conseil, les préfets de Dikil et d'Arta, ainsi que la population à Seljouk, se sont mobilisés pour l'enterrement de la défunte. Rappelons que le meurtre de Mahado Daïr, un crime passionnel, a bouleversé les Djiboutiens, en particulier la population à Seljouk.
Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a présidé une réunion d'évaluation des activités du SMUR qui s'est tenue hier à l'hôpital de Chéro en présence des principaux collaborateurs du département de la santé. En effet, depuis novembre 2016, date de sa redynamisation, le service médical des urgences et de réanimation SMUR s'est engagé dans une profonde transformation qui a permis de sa capacité d'intervention pour la prise en charge des patients à leur domicile ou lors des accidents sur les voies publiques. À ce sujet, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a sollicité une plus grande implication de toutes et tous afin d'atteindre les objectifs fixés dans le plan de cette réforme du SMUR. Le ministre a par ailleurs réaffirmé la volonté de son département à renforcer davantage la capacité et les rayons d'intervention de cette importante unité de transport médicalisé, notamment à travers la décentralisation de ses activités de secours médical vers les régions de l'intérieur. À l'instar des autres nations du monde, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales a célébré aujourd'hui la journée internationale des personnes âgées dans la capitale et les communes la commune de Belbala. À cette occasion, il est important de souligner que la promotion de la situation des personnes âgées figure parmi les priorités des politiques sociales de Djibouti en raison des traditions de respect que nous devons à nos aînés. À cet effet, la secrétaire d'État aux affaires sociales, accompagnée par de jeunes progressistes de la Ligue du parti RPP et les présidents de deux communes, à savoir Blahaus et Balbala, ont procédé donc à la visite de quelques personnes âgées à domicile pour leur remettre des cadeaux composés, des habits, des chaussures, des téléphones portables pour pouvoir bénéficier du programme de transfert monétaire. Le ministère de l'Habitat et de l'Environnement a organisé aujourd'hui un atelier de mise à niveau et de partage des connaissances des acteurs nationaux sur le développement durable. Le développement durable est devenu un enjeu qui préoccupe aussi bien la communauté internationale et les experts de la société civile. Djibouti est un pays conscient de ces défis environnementaux majeurs, la pollution des eaux océaniques et continentales et les changements climatiques ainsi que la désertification. Ce sont des enjeux liés à la gestion rationnelle des ressources naturelles. C'est ce qu'a décidé le ministère de l'Environnement pour la tenue d'un tel atelier. تتناول هذه الورشة أحد أهم المواضيع L'intégration de la femme dans le processus de développement, c'est notre dossier de ce 22h. Notre pays a permis à beaucoup de femmes de s'émanciper de manière et d'être indépendantes pour entreprendre leurs projets. Voilà, nous avons préparé pour vous ce magazine d'une jeune étudiante qui a entrepris dans le secteur de la restauration, en l'occurrence un restaurant situé à la Corniche. Khadija Burhan Hassan, étudiante en deuxième année à l'université de Djibouti, a eu le courage et la volonté d'être la gérante de son propre restaurant, le restaurant Hasna Oriental. Fille de l'entrepreneur Burhan Hassan, cadette de la famille, elle est née le 29 octobre 1998 à Djibouti. Comme tous parents qui aiment voir la réussite de leurs enfants, la famille Burhan Hassan s'est réjouie du courage de Khadija. Il est 8 heures. Khadija sort de la maison. Elle a une journée chargée. Elle part d'abord à l'université de Djibouti pour suivre ses cours, puis elle prend le chemin du restaurant Hasna Oriental qui porte le nom de la fille préférée du père. Arrivée au restaurant, elle se rassure que tout est en ordre, puisque dans quelques instants, les clients vont venir pour leur déjeuner. Sur place, nous avons recueilli les impressions de Khadija sur le projet du restaurant. Nous déjà étudiantes à Ayo, depuis l'école à Ayo qui est rondannée,
Je suis étudiante. Au début, j'avais pas cette idée de restaurant. En 2013, mon père, qui est revendeur d'eau de Tajora, m'a proposé de revendre des cartons d'eau de Tajora afin de gagner mon propre argent. J'avais des stocks et je gagnais 50 francs par carton. En quelques années, j'ai eu des bénéfices et j'ai épargné mon argent. Un jour, j'ai dit à mon père que être propriétaire d'un restaurant et il était d'accord et m'a soutenu financièrement en investissant de mon épargne. Voilà, on a beaucoup dépensé pour ce restaurant. Lors de l'inauguration, les membres du gouvernement m'ont promis de me soutenir également. Enfin, je dirais aux jeunes d'avoir la volonté de faire quelque chose. Vous aurez le soutien du gouvernement ainsi que celui de vos parents. Malgré son jeune âge, Khadija n'a pas eu l'intention de se fixer sur ce projet de restaurant, mais elle veut être un exemple pour la jeunesse et devenir une femme d'affaires. Suite donc au décès du défunt Ali Assoui Waïs, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Arami, s'adresse ses condoléances à la famille, aux proches et aux amis du défunt Ali Assoui Waïs, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ali. Et nous commençons avec le Yémen, avec ce transfert de 200 millions de dollars à la Banque centrale yéménite. Eh bien Ali, sous l'ordre du roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite, dont le pays soutient militairement le Yémen, donc a ordonné le transfert de 200 millions de dollars à la Banque centrale de ce pays ravagé par la guerre. En janvier, déjà Riyad était venu à la rescousse du gouvernement yéménite en transférant 2 milliards de dollars à sa banque centrale. Cette dernière a décidé le mois dernier d'augmenter 27% le taux d'intérêt sur les dépôts, une mesure visant à soutenir le rial qui a perdu plus de 2/3 de sa valeur depuis 2015 et de contenir l'inflation. La chute du rial a engendré une flambée des prix des produits alimentaires et de carburant en particulier. Et l'Algérie réclame plus d'équité dans la gestion des migrants. Eh bien Ali, donc devant le comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, hier, le ministre des Affaires étrangères algérien a insisté sur les difficultés du premier pays hôte à prendre en charge les réfugiés. Abdelkader Messahel a plaidé pour une meilleure prise en compte de la situation socio-économique de ce pays d'accueil. Entre 80 et 90% des réfugiés déplacés au niveau mondial se trouvent en effet dans le pays pauvres ou disposant de moyens et de ressources peu. Selon les Nations Unies, donc l'Algérie est une des premières destinations parce qu'elle se trouve sur l'Europe. Donc si l'Algérie ne possède pas de cadre législatif régissant le droit d'asile, Abdelkader Messahel n'a pas manqué de souligner la tradition d'accueil de ce pays. Il a rappelé la présence de plus de 40 000 réfugiés syriens ainsi que de dizaines de milliers de migrants venus donc des pays d'Afrique subsaharienne. Et nous terminons avec ces opérations antiterroristes qui ont eu lieu au nord de la France. Eh bien, Ali, 3 personnes ont été placées en garde à vue ce mardi matin à la suite d'une opération antiterroriste dans le nord de la France. 200 policiers participent aux perquisitions qui visent l'association chiite Centrale Zahra France et des domiciles de ses principaux dirigeants. Le centre Zahra héberge dans la petite ville de Grande-Sainte plusieurs associations dont le parti antisioniste, la Fédération chiite de France ou France Marianne Télé. L'opération a eu lieu alors que le journal officiel annonce simultanément le gel des avoirs d'une direction du ministère iranien de renseignement. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.